Donc, nous allons poursuivre avec la prochaine activité. Je vous présente l'intention. Donc, au terme de cette activité, les participants devraient être en mesure de mieux connaître les ressources présentées. Nous avons ciblé deux objets d'apprentissage, la grille d'interprétation et la réflexion, mais beaucoup sous l'angle aussi de l'autonomie de l'élève. Donc, avant d'aller plus loin au niveau de la grille d'interprétation et de l'activité de réflexion, il nous semblait important de s'arrêter sur une notion, un concept qui est très, très important parce que ça a été soulevé précédemment lors de la rencontre d'aujourd'hui, mais aussi dans une rencontre précédente, l'autonomie de l'élève. Qu'est-ce qu'un élève autonome? Est-ce qu'on doit évaluer en fonction de l'autonomie de l'élève, etc. Donc, je pense que c'est important qu'on s'arrête sur cette notion-là. C'est quoi pour nous un élève autonome? De notre côté, on a fait une recherche aussi au niveau de la littérature, au niveau de l'autonomie de l'élève. Ensemble, on va discuter, puis on va se faire une tête sur c'est quoi un élève autonome. Donc, je vous pose la question, on va utiliser le tableau blanc. Vous avez il y a le curseur texte que vous avez dans le haut de votre écran. Je vous invite à y réfléchir, à prendre 2-3 minutes, puis aller inscrire sur le tableau blanc ce qu'est pour vous un élève autonome. Il est 10h36, on se donne peut-être jusqu'à 10h40 pour aller noter ce qu'est pour nous un élève autonome, puis après ça, on va y réagir ensemble. Au fur et à mesure que vous poursuivez vos écrits, l'écriture de vos pensées, je commente. Donc, on nous dit qu'un élève autonome, c'est un élève qui est en mesure d'utiliser certaines stratégies afin de répondre à une tâche donnée, qu'il est capable de construire ses apprentissages, de trouver des stratégies, de s'ajuster, de prendre conscience de ses erreurs. Donc, ici, là, il y a beaucoup une question de réflexion à ce niveau-là. C'est un élève, donc il faut lui laisser la place. Un élève qui a intégré la démarche. Un élève qui fouille dans son répertoire de stratégies avant de demander de l'aide de l'enseignant. Et on nous dit ici, il ne faut pas confondre autonome et automate, c'est-à-dire exécuter sans se poser de questions. Très intéressant. Un élève qui est en mesure d'utiliser les ressources, stratégies disponibles afin de réaliser des tâches demandées et que c'est un élève qui fait preuve d'initiative. Ah, ici, on a la dimension initiative pour rechercher des ressources et mettre en place des stratégies qui lui ont été explicitées. Cela n'empêche pas qu'il puisse faire appel à ses pairs ou un adulte pour être orienté. Ça ici, je trouve que c'est une dimension qui est très, très, très intéressante. Cela n'empêche pas qu'il puisse faire appel à ses pairs ou un adulte pour être orienté dans. On attend la suite. Je vais juste le déplacer. Peut-être qu'on le perd. OK. Perdu une phrase aussi au centre. Oui, c'est ça que je la cherche. Dans la recherche de solutions. Voilà, c'est ce qu'on a. Excuse-moi. Vous pouvez choisir la grosseur de caractère avec le T. Vous avez une petite flèche à côté du T, oui. Donc, si on s'arrête sur ce... Oups, on nous dit ici, un élève, je vais juste le redéplacer. On manque de place. Un élève autonome est un élève qui est capable d'utiliser les ressources qu'il possède avec un soutien minimum dans la mesure où la tâche demandée et comprise correspond à sa zone proximale de développement. Excusez-moi. C'est l'élève qui, lorsqu'il constate l'écart entre l'attente de l'enseignant et ce qu'il est en mesure de produire, peut le nommer et même identifier où il a besoin de soutien. Beaucoup de réflexion pour en arriver à ça. Donc, il est en mesure de nommer, identifier où il a besoin de soutien. Donc, il est autonome quand il est en mesure aussi d'identifier ses faiblesses et ses forces et de demander le soutien nécessaire.
Donc, un élève autonome, ici, pour Marie-Claude, ce n'est pas un élève qui ne demande jamais d'aide. Je pense que c'est un peu ce qui ressort. Je vous présente, est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient intervenir de vive voix maintenant? Quant à ce qui a été produit. Oups, on a quelqu'un ici qui nous dit qu'il n'est pas dépendant. Donc, qui mobilise lui-même, j'imagine. Qui demande de l'aide. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas dépendant, c'est quelqu'un qui ne demande jamais d'aide? J'aimerais vous entendre, la personne qui a écrit cela. Diane Leduc. Pour toi, veux-tu juste préciser un petit peu ta pensée ici? Il faudrait activer ton micro, Diane. Je t'écoute. Clique sur ton petit micro. Tu es parti et tu es revenu. OK. Donc, Diane, est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient ajouter quelque chose là-dessus? Je vais vous présenter une autre diapositive. On a fait des recherches, nous, au niveau de ce qu'était un élève autonome. On est allé voir dans la littérature. On a retenu une citation, en fait. On en avait plusieurs. On va vous présenter un petit peu un recueil de citations qu'on a monté pour vous un peu plus tard, là. Donc, on a retenu une citation en particulier qui nous dit, c'est une citation qui nous arrive de Vesselin, à dire les gens, ce sont des Français qui avaient déjà écrit, ça date déjà de quelques années. Oui, Diane. Vas-y, on t'écoute. Tu peux parler, Diane, j'entends en arrière cliquer, j'ai l'impression. Non? OK, donc la citation. On nous dit que l'évaluation passe du statut d'outil à la disposition de l'enseignant pour contrôler au statut d'outil à la disposition de l'élève pour apprendre. Et cela passe par l'autonomie de l'élève. Puis là, on vient nous dire, c'est quoi un élève qui est autonome? Et vous allez voir que ce qu'il y a là, on le retrouvait beaucoup dans ce que vous avez nommé aussi sur le tableau blanc. Donc, on nous dit qu'un élève autonome, c'est un élève qui est conscient que c'est lui qui apprend, que son rôle est d'être actif. C'est un peu ce qu'on trouve dans notre programme, un peu beaucoup même. Dans nos programmes d'études, les 4 programmes, qu'il repère ce qu'il a à faire pour réussir, qu'il repère ce qu'il sait faire. Donc, il y a beaucoup une partie de réflexion, d'auto-évaluation ici qui est majeure. Qu'il repère aussi ce qu'il ne sait pas faire, qu'il fait des essais, la dimension de se donner le droit d'essayer, le droit à l'erreur. C'est un élève qui utilise les remarques précises de son enseignant. Qu'il est conscient de ce qu'il doit conserver dans les essais suivants. Donc, réutiliser ses forces pour aller plus loin dans les prochains essais. Qu'il est conscient qu'il doit modifier ce qu'il doit modifier dans les essais suivants, ce qu'il doit améliorer. Donc, il y a beaucoup de rétroaction, beaucoup de régulation ici des apprentissages. C'est un élève aussi qui demande de l'aide quand il ne sait pas comment modifier quelque chose ou quand il ne comprend pas ce que quelque chose veut dire. Donc, être autonome, ça ne veut pas dire, selon M. Vesselin, qu'un élève ne demandera jamais d'aide. Donc, tout à l'heure, Sylviane mentionnait que c'est un élève qui est en mesure d'aller chercher de l'aide de la part de ses pairs, de la part de d'autres adultes. Et pour tout cela, il se réfère aux outils à sa disposition. Donc, on parlait tout à l'heure de mobilisation des ressources, donc incluant la liste des critères. Donc, vous voyez, ça a été écrit en 1992. C'est quelque chose qui fait quand même beaucoup de sens dans le cadre de nos programmes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voudraient réagir. Si pour vous, cette conception de l'autonomie vous dit quelque chose, si vous êtes en accord avec, est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient réagir ou qui ne sont pas du tout d'accord avec cet élément-là? Donc,
L'idée, c'est d'en arriver avec une tête commune de ce que c'est qu'un élève, un élève autonome pour ensuite aller voir notre grille d'interprétation parce qu'on sait que la grille d'interprétation parle beaucoup d'autonomie, d'initiative de l'élève. Nous allons maintenant nous arrêter. Oups, j'ai un commentaire. Sylvaine, je t'écoute. Tu peux activer ton micro. Désolée. Alors, est-ce que tu pourrais remettre, Nathalie, la page qui était précédente? Oui, J'ai c'est fait. l'impression que, merci, j'ai l'impression que lorsqu'il est question de ces différents comportements observables, c'est un élève aussi qui a quand même une confiance en lui, une estime de lui qui lui permet d'aller de l'avant. Est-ce que l'auteur qui fait référence à cette définition-là en faisait état ou parce que ce que j'observe souvent, c'est que les élèves en classe qui ne se risquent pas, qui ne développent pas leur autonomie, c'est aussi des élèves qui ont une estime de soi ou une confiance en soi qui est faible. Je cède la parole, Daniel. Est-ce que tu peux répondre à la question de Sylvaine? Ben, effectivement, il y a peut-être des liens, mais je pense qu'il y a un apprentissage à développer aussi. Ici, c'est sûr qu'ici, cette plaquette, c'est une plaquette d'une centaine de pages là, dans laquelle j'ai extrait la citation, puis on était vraiment dans un cadre d'évaluation. Puis Nathalie a apporté votre attention sur la date, 1992. Fait que rappelez-vous à l'époque où tout était entre les mains de l'enseignant, puis que là, on commençait à travailler à dire l'élève peut avoir sa place. Fait que l'idée ici, c'était de préciser, c'est pas je l'encadrais, puis là, vas-y tout seul, mon grand, t'es capable. Là. Tu sais, on va passer par les petits trous à côté du vélo, à les mettre en arrière. Fait qu'il faut vraiment être conscient, parce que comme Nathalie vous disait, on vous prépare à parler de la grille. Donc, c'est quand on parle de soutien et d'autonomie, ça ne veut pas dire qu'un élève qui pose une question, puis qui de lui-même va aller demander de l'aide, ça y est, il est plus autonome, là. Fait que c'était dans cet esprit-là. L'estime de soi, oui, sans doute, mais là, ça dépasse mes compétences. Je pense qu'il faudra aller Mais, du côté de la psychologie. non, Sylvaine voulait simplement savoir si les auteurs y faisaient référence. Non, non, on n'était pas dans ces eaux-là, on était beaucoup plus dans l'eau de l'évaluation, dans les eaux d'évaluation. Merci. Marie-Claude, je t'écoute. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Alors moi, ça m'interpelle beaucoup le commentaire de Sylvaine. Puis à mon avis, dans le commentaire que moi j'ai mis concernant ça, tantôt sur le tableau blanc, je faisais référence à la zone proximale de développement. Puis cette démarche-là de rendre l'élève autonome a un effet, à mon avis, collatéral justement sur l'estime de soi de l'élève. Parce que quand on s'assure de le prendre là, il est rendu, puis on essaie justement de l'inciter, dans le cas où il n'a pas confiance en lui, ou il a une faible estime de lui, à être conscient finalement des pas qu'il fait, peut-être qu'en début d'année, son élan pour essayer des choses va être peut-être moins fort, mais il y a comme un effet qui pourrait sur l'estime de lui qui pourrait grandir au fur et à mesure où on l'incite à l'être et on croit en lui comme enseignant. C'est comme s'il y avait un objectif implicite ou à travers cette démarche-là de construire les apprentissages qui pourrait favoriser, avoir un effet intéressant sur l'estime de soi. Mais ça, c'est une opinion. J'ajouterais, non, mais j'ajouterais, Marie-Claude, que si vous regardez, là, lorsqu'on dit que l'autonomie de l'élève, il repère ce qu'il sait faire, il fait des essais. C'est de lui donner ce droit-là et lui permettre aussi, lui donner des occasions d'aller repérer ses réussites et ce qu'il sait faire. Je pense que l'estime de soi passe beaucoup là. Tu sais, notre sentiment d'efficacité personnelle, si on n'est pas capable de relever les bons coups qu'on fait, c'est difficile de la construire, cette estime de soi et de se permettre de faire des essais, peut-être des erreurs. Je pense que ça contribue aussi à ça. J'ai Diane Leduc. Je vais prendre, oui, je vais prendre l'intervention de Diane, de Sophie, et puis après ça, on va passer à l'autre activité. Diane, je t'écoute. Bonjour. Alors, Bonjour. avec la définition que
que vous avez trouvé, ce que moi je constate, c'est que dans le fond, c'est un élève qui a conscience de certains aspects de ce qu'il est puis ce qu'il est capable de faire, mais c'est un élève aussi qui agit. Je prends aussi la dernière phrase qui dit « demande de l'aide ». Pour être capable de demander de l'aide, il faut qu'on soit conscient qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider, puis on est capable de formuler de quoi on a besoin comme aide ou quelle sorte de, pas l'accompagnement, mais en tout cas, comment quelqu'un peut nous aider. Absolument. Je pense que c'est Est-ce ça qu'on qui le fait la retrouve différence. ici, là? Oui. Moi, je vois beaucoup, là, il est conscient, il repère ce qu'il a à faire, il sait, il repère ce qu'il sait faire aussi. Fait que toute la prise de conscience, c'est ça qu'on doit travailler beaucoup avec l'élève quand on demande l'autonomie. Absolument. L'autre aspect que je voulais amener, c'était autonomie versus initiative. Vas-y. Souvent, ça va être des concepts qui vont être un petit peu mis ensemble parce que dans certaines conceptions, il y a des gens qui vont penser que c'est un peu la même chose. On a eu la discussion, nous autres, hier, justement, là, avec des enseignants pour un autre dossier, là, qui sont les stages en milieu de travail. Et toi, tu le vois comment? Moi, je pense que c'est pas la même chose, là. Avec ce que je prends comme définition, là, ce que vous avez amené, moi, je pense qu'avoir de l'initiative, c'est encore plus que ça, là. Oui. C'est de voir... Vas-y. Puis tu vas voir qu'on va l'avoir gradué aussi dans notre grille. Parce que l'initiative arrive aussi dans la grille. On va aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Oui. OK. Merci, Diane. On passe à la prochaine activité. En fait, l'activité sur l'autonomie de l'élève, c'était vraiment pour amener la grille d'interprétation. Donc, la grille d'interprétation, on l'a présentée dans une rencontre précédente. On est allé très rapidement, on vous l'a laissé. Maintenant, on va vous la présenter, puis vraiment en allant voir toute la logique, tout ce qu'il y avait derrière cette grille-là, pourquoi il y a des choix qui ont été faits, tel ou tel choix, etc. Juste avant d'aller plus loin, c'est une grille qui n'a pas été validée encore avec des élèves ou qui commence à peine. Il y a des gens qui commencent à le faire, qui l'ont présenté à leurs enseignants, qui l'utilisent. C'est clair que c'est une grille qui a besoin maintenant d'être mise à l'essai dans le milieu pour voir si elle tient la route. Toutefois, elle a quand même passé par un processus d'approbation. On a été en grande discussion avec une dosmologue de l'Université du Québec à Rimouski qui nous a... parce qu'il y a eu plusieurs jets de faits sur cette grille-là, et qui nous a amené de belles réflexions, qui nous a amené à faire des choix ou réorienter certains choix. Donc, c'est un petit peu ce partage-là, toute cette logique-là qui est en arrière de la grille, qu'on puisse se donner le temps de se la parler. C'est ce qu'on va faire ce matin dans l'activité 5.1. Et pour le faire, je vais céder la parole à Daniel qui va vous la présenter. Bonjour. Donc, vous avez la grille sous les yeux. Si vous voulez, moi, je vais la marquer avec les flèches, les surligneurs, en vous donnant des informations. L'idéal, c'est peut-être de grossir votre écran à 175 si vous voulez être capable de pouvoir mieux voir les mots et les éléments. D'emblée, là, la première question que j'ai envie de partager avec vous, c'est est-ce que la grille est obligatoire? Non. C'est toujours un exemple, puis commencez pas à l'appeler la grille du MELS, là. OK. Alors, c'est un exemple d'une grille d'interprétation. On vous la dépose toujours en format Word. Elle peut être modifiée, adaptée selon les besoins de l'enseignant. Mais nous, on va vous expliquer l'esprit dans lequel elle a été conçue, puis les choix des termes qui ont été faits. Comme ça, vous allez être
plus vous l'approprier, puis être plus capable d'en parler avec vos enseignants. Puis on espère que la chaîne va se rendre jusqu'aux élèves, que les enseignants vont pouvoir aussi mieux la faire comprendre à leurs élèves s'ils l'utilisent. Donc, elle est beaucoup plus générique que spécifique. Elle peut être utilisée tout au long de l'année. Sylvaine, tantôt, a parlé de grilles qu'elle avait développées avec ses enseignants. Bien, probablement que les grilles avec les enseignants étaient étalées dans le temps, c'est-à-dire première étape, deuxième, troisième. Puis, ça peut être il peut y avoir une complémentarité entre ces outils-là. Ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion. C'est sûr qu'elle aurait avantage à être utilisée avec l'outil de planification qu'on vous a déjà partagé avec vous, parce que dans l'outil de planification, l'enseignant va avoir planifié les apprentissages et les exigences, puis ensuite, monde idéal, il aurait partagé ces exigences-là avec les élèves, puis à travers les listes de vérification, vous avez parlé que vous les utilisez avec les enseignants, eh bien, à travers les listes de vérification, il aurait fait connaître les attentes aux élèves, puis ensuite, ben, on est capable de lui présenter la grille, puis qu'on va utiliser, on a toutes les traces devant nous, hein, c'est ça le scénario qu'on souhaite. On a entendu Sylvaine là, parler d'un autre type de scénario. On a toutes les traces devant nous et on utilise la grille pour interpréter ces traces-là. Donc, je vous rappelle que c'est vraiment là un exemple, puis c'est pas, on n'est pas là avec une norme précise. Soulignons d'emblée, si mettons, je vous marque là cette ligne-là ici, que le niveau 1 et le niveau 2, on n'atteint pas les exigences, OK? Alors que le seuil de réussite, c'est le niveau 3. Le niveau 4 et 5, on atteint les exigences. Puis ensuite, je vais pour vous pointer là, ce qui marque la progression puis le développement des compétences. Tout d'abord, il y a l'élément de soutien. Ici, si vous le voyez, on le revoit dans l'entête, mais on le revoit aussi à l'intérieur de chaque descripteur. OK? Alors, on passe de ne pas atteindre les exigences, ne pas atteindre les éléments ciblés, même avec un soutien. On passe par un soutien occasionnel et atteint tous les éléments avec autonomie et initiative. Donc, oui, Diane, on a fait une distinction entre autonomie et initiative, parce que autonomie, c'est je fais par moi-même ou avec je demande de l'aide si j'en ai besoin, mais je le fais par moi-même. Puis initiative, je vais au-delà, j'en fais plus que tu m'as demandé, bien sûr, dans la même visée là, que ce qui était demandé. Je prendrai les questions à la fin, OK? Ensuite, un autre moyen pour marquer la progression ou le développement des compétences, selon le moment de l'année, l'enseignant, il va pouvoir choisir un descripteur, puis peut-être qu'il va pas peut-être, pardon, je me reprends. Il ne va pas choisir tous les descripteurs selon le moment de l'année. C'est-à-dire qu'il va aller choisir les descripteurs à ce moment-ci qui l'intéressent, parce qu'on est en première étape, deuxième, ou on est à la fin de l'année. Ben là, à ce moment-là, on va dire, oui, là, je vais aller prendre tous les descripteurs. Fait que c'est une façon aussi d'aller communiquer aux élèves ses attentes. C'est évident qu'elle est générique, donc on n'ira pas tout préciser. On va souvent parler d'éléments ciblés. Ben, quand ces termes-là, ça veut dire que l'enseignant, lui, il a été précisé c'est quoi les éléments qu'il veut. On ne pouvait pas toujours les adapter parce qu'elle va être utilisée à longueur d'année. Donc, c'est important que les enseignants aillent préciser quel élément ils parlent. Une autre façon de marquer la progression, le développement des compétences, il y a le nombre d'éléments. Alors, si je vais essayer, moi, oui, j'ai compris le message, je vais prendre une autre couleur. Ici, alors, il mobilise peu ou pas d'éléments, ou il va mobiliser la plupart, ou il va mobiliser tous les éléments. Donc, le nombre d'éléments. Il va y avoir aussi la progression. Alors, par rapport à la fréquence des manifestations, rarement, parfois, généralement, toujours ou presque. Ça veut dire qu'on a pris des postures différentes. Parfois, on voulait aller sur le nombre, parfois, on voulait aller sur la fréquence. On est allé aussi du côté de la manière ou de l'intensité. Si vous allez vis-à-vis le critère pertinence des éléments de réflexion, vous voyez comme justifie peu ou pas l'hypothèse, justifie partiellement, excusez-moi, l'hypothèse, puis justifie de façon élaborée.
Alors, c'est différentes manières de marquer le développement et la progression. Un autre élément sur lequel je veux attirer votre attention, dans les libellés du critère, par rapport aux libellés des descripteurs, ben, si notre critère commence avec pertinence, ben, c'est sûr qu'on a utilisé aussi le terme pertinence, OK, dans le descripteur. Si notre terme utilisait l'efficacité de la mise en œuvre, ben, on est allé parler d'une mise en œuvre efficace de toutes les démarches. Un autre élément, vous remarquez ici, donnez-moi une seconde, je vais rechanger, je prends mettons un crochet ici. Ici, on a 5, pour le critère 1 et 2, on a 5 échelons. Pour le critère 3, on a 3 échelons. Le premier jet de la grille composait 5 échelons partout, mais on s'est rendu compte que pour le critère réflexion, les nuances étaient tellement faibles entre le critère 1 et 2 et 4 et 5 que c'était quasiment impossible que vous nous auriez dit, ben, c'est quoi la différence? Ben, devant ce constat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fusionné le niveau 1 et 2, 4 et 5 pour le critère pertinence des éléments de réflexion. On a gardé le niveau 3 comme étant le seuil de réussite, donc on l'a laissé là isolé. Un autre élément sur lequel j'attire votre attention, est-ce qu'il y a une pondération? Je crois que c'est Carole qui a parlé de pondération là, dans son propos tantôt. Le cadre d'évaluation des apprentissages prescrit la communication d'un seul résultat global au bulletin, puis ce seul résultat a une valeur de 100%. Donc, non, il n'y a aucune pondération attribuée aux compétences ou aux critères d'évaluation. L'ensemble des 3 critères, ça rejoint l'ensemble de toutes les composantes, puis ça fait un résultat. Alors, est-ce que le fait que, mettons, pertinence de la planification, j'ai 2 lignes, 2 descripteurs, puis efficacité de la mise en œuvre, j'en ai 3, puis l'autre, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, ben, est-ce que réflexion a plus de poids? Non. OK? Pourquoi il y a différents nombres de lignes? Ben, c'est tout simplement parce qu'on a voulu suivre les éléments facilitant la compréhension qu'on retrouve dans le cadre. Fait que c'est assez facile de prendre le cadre à côté avec bon, vous avez ici les critères, mais vos lignes correspondent, il y a eu un peu de regroupement, mais la plupart des lignes correspondent à vos éléments facilitant la compréhension. Vous ne me voyez pas, là, mais je vous fais le gestuel avec mes mains. Fait que j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre encore. Donc, je termine de vous disant comment est-ce que, bon, on a une grille. On va lui donner un résultat global. Vous remarquez qu'on n'a pas mis d'espace pour mettre des petites notes et tout ça, mais la grille étant utilisée, le prof va arriver à donner un résultat global. Et ensuite, ben, pour passer du résultat global à la note au bulletin, ce qu'on souhaite, c'est que dans les normes et modalités à sa pratique, l'enseignant a ce qu'il faut pour convertir la cote en note. Nous, on peut pas, ça appartient donc aux normes et modalités de l'école. On ne fournira pas là, de table de conversion comme telle. Je vous rappelle que dans le blog du CPE, dans l'article grille d'interprétation, vous avez une présentation visuelle et sonore de cette grille-là qui reprend l'essentiel de ce que je viens de vous dire. Donc, ça peut vous être utile avec vos enseignants. Parfois, c'est même, on l'a présenté, on la repasse, puis on comprend peut-être autre chose. Voilà, elle est bien barbouillée, hein? Alors maintenant, si vous avez des questions, on va accueillir vos questions, vos commentaires. Je vais prendre des notes, moi, pendant que vous les donnez. Je les prends sur un document à part. Puis comme je vous dis, elle est en validation, fait que c'est important pour nous là, de recueillir vos commentaires, mais aujourd'hui, mais aussi à travers là, les mois qui vont suivre. Merci. Donc, pour la période de questions ou de commentaires, je vous inviterai à lever votre main pour qu'on puisse bien gérer les tours de parole, s'il y a lieu. Donc, j'ai Sophie qui vient de lever sa main. Stéphane, est-ce que tu pourrais baisser ta main? Je crois que c'est ta main levée de la dernière intervention qui est toujours là. Merci. Donc, Sophie. Je t'écoute. Moi, je vais vous faire un témoignage à partir de ces grilles-là, parce que
Lorsque j'ai rencontré mes enseignants, à vrai dire, je devais rencontrer mes 12 enseignants, mais au mois de novembre dernier, j'en ai eu que 2 qui sont venus. Alors, j'ai été un petit peu déçue, mais enfin, ça m'a amené un élément qui est assez intéressant. Parce que les enseignants avaient de la difficulté, c'était de mes enseignants experts, et il y avait de la difficulté justement à convertir, ou plutôt à partir des critères pour être capable des critères du cadre, pour être capable de formuler un résultat. Et j'avais apporté avec moi des traces d'élèves et nous les avons travaillées ensemble. Et une des situations qu'on a utilisées, c'est que j'ai utilisé cette grille-là pour faire prendre conscience aux enseignants qu'ils pouvaient évaluer les 2 compétences en même temps. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé cette grille-là, on l'a mis devant soi, on a pris nos traces d'élèves, et à partir de ces traces-là, les enseignants ont repéré l'information et sont allés cocher, selon leur compréhension, les éléments, soit de l'efficacité de la mise en marche ou encore de la pertinence de la réflexion ou de la planification. Et à partir de là, ils ont été en mesure de mieux comprendre comment on pouvait évaluer et donner un résultat en ne faisant qu'une analyse, aucune lecture de la trace de l'élève. Et au départ, il n'était pas capable, on en a fait quelques-unes. Au départ, il devait faire les deux et faire les 2 lectures. Et à la fin, je les ai mis devant le résultat qu'ils étaient maintenant donc capables de le faire tout seuls, en guillemets, et une seule lecture pour pouvoir utiliser ça. Alors, ça l'a amené auprès de ces enseignants-là ils ont été en mesure de l'utiliser avec moi, la grille, et de l'expérimenter pour pouvoir l'utiliser lors des prochaines évaluations ou les prochaines traces d'élèves qu'ils auront à évaluer. Alors, il me reste à les relancer par rapport à tout ça, à savoir comment ça a été, mais je vous dirais que ça a eu un effet très intéressant de les accompagner. J'étais comme, évidemment, toute seule. J'en avais 2, fait que je les avais mis un à gauche, un à droite, fait qu'ils ne pouvaient pas s'enlever de là, mais et de travailler à partir de là et de questionner les enseignants sur leur réflexion, pourquoi ils mettraient telle cote ou par rapport au contenu qu'on avait et de uniformiser un petit peu plus leur compréhension et leur évaluation. Et de ces enseignants-là, ils sont arrivés à peu près au même résultat pour chacun des traces que j'avais présentées. C'était un peu dans ce sens-là que je voulais vous emmener ça. Je trouve que c'est une façon intéressante de les aborder, de les travailler avec eux pour pouvoir qu'ils puissent se les approprier et les réutiliser par la suite. Merci Sophie. Je pense que tu as un petit peu pris le même chemin qu'Isabelle. Isabelle nous a fait un témoignage aussi en début de rencontre concernant la grille et son utilisation puis ce qu'elle souhaitait faire. Donc, parfois, puis Alain nous parlait de rebours, aussi de revenir à rebours ce qui a été fait. Parfois, ça nous permet de bien comprendre, puis après ça, de mieux planifier et de revenir. Donc, merci beaucoup, Sophie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, interventions, questions? Donc, des gens, levez votre main si vous souhaitez intervenir.